Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 42 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi, Ella. Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. En juillet 2019, la France a enfin passé une loi interdisant les violences éducatives ordinaires faites aux enfants. Les VO, comme on les appelle, incluent les fessées, les claques, les coups, mais aussi les humiliations, les moqueries et les insultes. La France devient ainsi le 56e État à bannir les violences éducatives ordinaires et se met en adéquation avec la Convention internationale des droits de l'enfant qu'elle avait ratifiée, tenez-vous bien, il y a 29 ans. Il était temps. De son côté, la Suède est le premier pays à avoir donné ses droits basiques à ses enfants. Cette révolution ou évolution s'est opérée il y a 41 ans. Marion Querc a vécu 7 ans en Suède et là-bas, elle a pu être témoin de cette société apaisée qui regarde l'enfant avec un profond respect. Via son expérience de jeune fille au pair, elle décide de prendre sa caméra et de réaliser un premier documentaire. Quelques années plus tard, elle a à peine la vingtaine passée, elle continue l'aventure et de là naît le film « Même qu'on est imbattable ». 1h40 que tout être humain devrait regarder. Malheureusement, depuis quelques semaines, vous l'aurez peut-être remarqué, le documentaire n'est plus disponible. Marion est en conflit avec la maison de production qui n'a pas respecté ses droits les plus basiques. Alors pour l'aider, vous pouvez participer à la cagnotte Litchi que ses amis ont mis en ligne, notamment le docteur Catherine Guéguin. Le lien est dans les notes. N'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une très bonne écoute avec Marion et ses idées incroyables pour vraiment changer le regard de la société sur les enfants. Salut Marion. Salut Clémentine. Merci beaucoup de m'accorder du temps et de faire parler du droit des enfants, de la cause des enfants, de ces êtres humains qu'on néglige. Ça me fait très plaisir de te recevoir dans le podcast. Merci, ça me fait très plaisir d'être là. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ta première expérience avec des enfants quand tu étais adolescente encore, parce que tu n'es pas très âgée en vrai, hein, tu es quand même jeune. Non, effectivement, ouais, c'est vrai. Mais ça s'est passé comment en France ? Ouais, alors moi j'ai commencé à bosser avec des enfants, j'avais 16-17 ans, bon comme tout le monde, hein, j'ai passé le BAFA, enfin ce genre de choses quoi, qui n'est pas d'ailleurs une formation très, très complète. Et ça s'est passé de façon pas si simple que ça. C'est-à-dire que j'ai débarqué, au tout début j'ai bossé dans un centre de loisirs avec des enfants, je m'occupe beaucoup des petits, mais je m'occupais aussi d'un peu des plus grands, enfin bon ils avaient entre 3 et 12 ans quoi. Et je me suis retrouvée, alors moi j'étais plein d'idéaux, hein, j'avais ces idées déjà très ancrées en moi à 16 ans de non-violence, de dialogue, voilà, je voulais vraiment faire autrement, comme on appelle en France cette façon de procéder. Et je me suis heurtée à la fois donc à mes collègues, à ma hiérarchie qui était pas du tout, qui partageaient pas du tout ça, qui trouvaient même que j'avais des idées mais totalement farfelues. Et puis je me suis heurtée aussi à des enfants qui ne comprenaient pas ma démarche parce que à l'école c'était des punitions, à la maison c'était des claques, au centre de loisirs ils passaient des heures des fois sur une chaise assis, ils comprenaient pas pourquoi. Enfin, c'était vraiment des enfants qui étaient dans la crainte, dans la peur. Et moi je voulais pas être là-dedans, mais ces enfants n'avaient que ce langage-là, donc c'était extrêmement compliqué pour moi de
de leur dire quoi, de leur dire: «Mais moi je veux pas te punir, je veux pas te crier dessus, je veux qu'on dialogue, je veux» surtout les petits quoi, ils avaient beaucoup de mal à le comprendre. Donc c'était frustrant, surtout pour une première expérience quoi. Et puis en plus j'étais la plus jeune de l'équipe, enfin donc il y avait tout un côté aussi où très vite j'ai commencé un peu à douter, à vaciller, et je suis bien contente du coup d'avoir, d'être partie en fait, d'être partie en Suède parce que, je sais pas où j'en serais sinon. Est-ce que toi, tu analyses le fait que tu as eu cet intérêt par rapport à ta propre éducation, par rapport à un cheminement personnel? Comment est-ce que ça a joué ton enfance par rapport au film que tu as réalisé? Donc ouais, ça c'est la question, on va dire, je crois que elle fait partie du top 3 cette question. Les gens me demandent beaucoup effectivement, comment j'ai été éduquée, quelle enfance j'ai eue, tout ça. C'est vrai que généralement c'est une question à laquelle, je réponds pas trop, parce que, pour avoir pas mal été en réflexion avec moi-même sur ce sujet, je trouve que en fait, ça serait quelque chose d'un peu gênant si je commençais à trop parler de voilà de moi, de ce que j'ai vécu ou pas vécu, de ma vision de la vie et de l'enfance. Et parce que du coup, j'en ferais quelque chose de personnel, j'en ferais quelque chose qui relève du témoignage. Alors un témoignage, ça peut toucher effectivement, mais ça peut aussi, voilà, ça peut aussi amener à se dire, bah oui, bah chacun sa façon de voir les choses, c'est très personnel, on perd en fait le côté un petit peu universel du message qui moi m'intéresse parce qu'en fait, on parle de droits humains, on parle de droits humains fondamentaux, on a la Convention internationale des droits de l'enfant, on a un sacré train de retard en France. Et je pense que c'est ces idées-là qui sont internationalement peut-être plus fortes et mieux diffusées, qu'il faut amener aussi en France. Et moi, finalement, je suis le messager de ça, de par le fait que j'ai vécu en Suède, de par mon intérêt de ces choses-là. Mais ma petite vie personnelle, ma petite personne, mon enfance, tout ça, c'est pas très important dans la question, en fait. Mais quand même, l'intérêt que tu as eu pour ces questions d'éducation et aussi pour la Suède, ça t'est venu à quel moment dans ta vie? Très jeune, j'imagine. Oui, par contre, ça, effectivement, c'est vrai qu'après, c'est un sujet, ouais, enfin, des fois, je m'amuse à me dire quand est-ce que j'ai commencé à m'intéresser. Mais je sais pas, en fait. Je me souviens pas parce que déjà enfant, je voulais m'occuper des enfants, enfin, alors que j'étais moi-même une enfant, mais je le comprenais pas. Enfin, il y avait tout je dirais que vraiment l'intérêt pour vraiment la question de la violence éducative avec ce terme-là, hein, quand j'ai découvert l'OVO, tout ça, je devais être en sixième, peut-être, j'avais 11-12 ans, quoi, quelque chose comme ça, je rentrais au collège. Et je me suis intéressée à ce sujet-là. Du coup, je suis tombée sur le livre d'Olivier Morel, qui était à l'époque, je crois que le premier que j'ai lu, c'était La Fessée, question sur la violence éducative. Je devais avoir 12 ans peut-être quand je l'ai lu ce bouquin, quelque chose comme ça. Ce qui m'a amené du coup sur Alice Miller, bon voilà, là c'était un autre niveau et j'étais un peu plus vieille, j'avais peut-être 14-15 ans. Enfin tout ça en fait, ça m'a vraiment posé plein de questions. Et je me suis dit qu'on faisait quelque chose totalement à l'envers. Et c'est vrai que c'est une question qui m'a... Enfin, de ce jour-là, je n'ai plus vu que le monde à travers ce prisme-là. C'est-à-dire que ça soit les dîners de famille ou les cours au collège, au lycée, je parlais tout le temps de ça. Je ramenais tout à ça, en cours d'histoire, en cours de philo. Enfin, du coup, c'était... Bah, ouais, les gens me connaissaient vraiment pour ça, quoi. Et c'est aussi... Je pense que c'est aussi pour ça qu'après je suis partie parce que j'ai eu envie vraiment c'était un choix hein, vraiment de partir en Suède parce que c'était le premier pays du monde à avoir aboli les châtiments corporels. Et ça, quand je l'ai découvert, j'avais à peu près 14 ans, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, quand je serai majeure, je partirai en Suède parce que je veux voir ce qu'une société qui a aboli ces traitements-là envers les enfants, ce que ça donne une génération plus tard, ça faisait une trentaine d'années à l'époque. 30 ans plus tard, qu'est-ce que ça donne? Je veux le savoir, quoi. Donc, c'était un plan déjà bien construit dans ma tête, ouais, à l'époque. Oh, c'est fou parce que là, on parle d'un moment de ta vie où tu es adolescente, où la plupart des ados, on n'a pas du tout cette ouverture, en tout cas. À ce moment-là de notre vie, on est plutôt très centré sur nous-mêmes. Donc, c'est incroyable le chemin que tu as fait. Et j'imagine que quand tu es arrivée en Suède, tu devais être hyper heureuse quand t'as débarqué dans une famille en tant que jeune fille au père. Ouais, non, c'est sûr, c'était un accomplissement. Hein. Non, mais c'est vrai que, enfin, ça me fait rire un peu ta remarque sur les ados. C'est vrai que j'étais pas une ado typique. Hein. Je me souviens. Ah bah non, là c'est sûr que quand je t'écoute, je dirais pas ça. Je me souviens quand on allait dans les librairies, tout ça, je me dirigeais tout de suite vers le rayon psychologie de l'enfant, quoi. Et je me souviens, ma mère, elle me disait, mais tu peux pas acheter Fan 2, moi je te paye tous les Fan 2 si tu veux.
Elle me disait vraiment, est-ce que t'as besoin de lire des revues de parents, d'enfants, les familles et tout ça, alors que j'avais 11 ans quoi à l'époque. Mais bon, c'était comme ça, je l'explique pas trop, mais effectivement, du coup, quand je suis arrivée en Suède, ça a été un bel accomplissement, quoi, de me dire, bah, ça y est, c'est fait, quoi. Et comme je dis aussi de temps en temps, je raconte un peu cette anecdote, je me souviendrai toujours que, voilà, quand j'ai débarqué à l'aéroport, j'avais jamais pris l'avion, c'était la première fois de ma vie que je prenais l'avion. Et quand je suis arrivée à Stockholm, donc du coup, j'arrive à l'aéroport, j'atterris, j'entends plein de voix qui parlaient une langue que je comprenais pas. Et puis tout au fond du terminal, je vois un papa, je vois 3 enfants très 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 blonds, avec les cheveux presque blanc en fait, parce que c'était en plein été, la peau extrêmement bronzée, parce que les Suédois bronzent énormément l'été, les yeux très bleus mais du coup très clairs, enfin ça faisait 3 petits aliens qui me faisaient un grand sourire. Et ça me reste cette image quoi, c'était un peu surréaliste, j'arrivais un peu sur une autre planète quoi. Et c'était effectivement la famille qui allait m'accueillir et qui m'attendait déjà avec les bras grands ouverts quoi, donc c'était un beau moment quoi. Ça a toujours été une évidence pour toi d'aller être jeune fille au pair et d'aller pouvoir vivre au quotidien avec ces enfants et de voir... tu disais que tu avais ce plan dans ta tête de voir 30 ans après. Être jeune fille au pair, c'était la solution pour toi? Bah, disons que c'était la solution dans le sens que je me disais, bah, bon, c'est quoi le mieux, effectivement, plutôt que d'aller dans un pays où on parle pas la langue, où on connaît pas la culture. Donc le mieux, c'est quand même d'être logé et d'être nourri, peut-être. Et puis en plus d'être au cœur d'une famille, parce que bon, moi j'étais là le jour, mais j'étais là la nuit, j'étais là les vacances, j'étais là tout le temps, quoi. J'étais là 24 heures sur 24. Donc ils pouvaient rien me cacher. Là où les gens diraient peut-être oui, peut-être qu'en société, les Suédois sont plus calmes, mais une fois qu'ils rentrent chez eux, on ne sait pas ce qui se passe. Bah, moi je savais ce qui se passait quoi quand ils rentraient chez eux, parce que j'étais là non-stop. Donc du coup ça donne aussi déjà une relation proche avec la famille. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent non plus, parce qu'on est là tout le temps, avec les enfants comme avec les parents. Et donc du coup, bah, on est au cœur vraiment de tout. On est au cœur de la famille, on est au cœur de l'école, parce que bon, on va avec les enfants à l'école tous les jours. On est au cœur du système en fait. Et à mon sens, bah, après c'est la seule façon que j'ai procédé, mais à mon sens, c'est sûrement une des meilleures, si c'est pas la meilleure façon de voir concrètement la vie familiale, quoi. C'est d'y habiter et d'avoir sa chambre dans la maison, quoi. Alors, tu passes 3 années en tant que jeune fille au pair. Ouais. À quel point est-ce que ça t'a changé, cette expérience? Bah, je pense, tu vois, à la fois, je pense que ça m'a énormément changé, et puis à la fois, je peux pas trop savoir finalement, parce que bah, comme je l'ai vécu, bah, je pourrais jamais savoir si je l'avais pas vécu. Donc c'est forcément ça aussi, quoi. Mais c'est sûr que ça m'a énormément confortée dans ce que je savais, dans ce que j'avais lu, dans ce que je criais un petit peu à la terre entière, mais bon, m'écoutez pas trop, parce que bon, bah, comme on me disait à l'époque, tu n'es qu'une gamine, tu ne sais pas. Ça, c'était mes profs. Donc forcément, de vivre ça, d'avoir ça en bagage, d'avoir vraiment l'expérience concrète des choses, bah, ça fait que les gens déjà ils m'écoutaient plus, j'avais une meilleure écoute, et puis moi j'étais encore plus certaine de ce que je disais, puisque je le vivais au quotidien avec des millions de gens. Donc j'étais pas juste toute seule en train de faire mon petit délire dans mon coin, c'était toute une société, c'était tout un pays, et puis c'était aussi tous les pays voisins, parce qu'il n'y a pas que la Suède, qui en fait pensaient comme moi, et même en fait pensaient encore bien plus loin que moi. C'est-à-dire que moi j'étais déjà, dans le milieu français, j'étais déjà très, très au courant, très lucide, voilà, je dépassais un peu quoi, dans le lot. Mais arrivé en Suède, finalement, j'avais tout à apprendre, parce qu'effectivement, j'en savais beaucoup, peut-être en plus pour mon âge, mais finalement, je savais pas grand-chose, quoi. Donc ça a été vraiment une formation non-stop tous les jours pendant 7 ans, quoi. Et concrètement, est-ce que tu pourrais donner un exemple de quelque chose qui t'a marqué, que t'as appris et que t'avais pas réalisé avant d'arriver en Suède? Bah, peut-être ce côté, en tout cas avec les enfants, quoi, quand j'ai commencé dans la première famille, cette confiance, je pense. Déjà, ça, je pense que c'est quelque chose,
la confiance que les parents avaient envers les enfants, leurs bonnes intentions. Alors moi, j'étais déjà bien convaincue, mais on est quand même extrêmement baigné en France dans cette méfiance de l'enfant, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et on a tous des petits relents un petit peu de méfiance de certains comportements, attention, là, il me défie, là, il me cherche. C'est limite un réflexe un petit peu chez nous. Et de se rendre compte que eux n'étaient pas du tout... pas du tout là-dedans, quoi. Et je me souviens particulièrement avec le plus petit à l'époque, qui avait 4 ans. Le matin, fallait l'habiller parce qu'il fallait partir à l'école. Et c'était le cauchemar tous les matins. Il voulait pas s'habiller, il hurlait, il voulait pas monter. Enfin, c'était quelque chose de difficile. Et moi, j'en étais venue à appréhender le matin où il fallait habiller le petit parce que je savais que ça allait être vraiment la guerre froide, quoi. Et en fait, j'en ai parlé aux parents, voilà, je leur ai dit, je sais pas trop quoi faire parce que vraiment l'habillage c'est très difficile. Et ils m'ont dit mais tu sais Marion, tu vas trouver une solution, tu vas trouver quelque chose qui te correspond, qui lui correspond à lui. Donc déjà cette confiance envers moi, quoi, de me dire bon, ok, je vais trouver. Bon, j'étais un peu paumée, je m'attendais plus à fais comme ci, fais comme ça, quoi. Ça aurait été plus simple. Et en fait, non, cette idée de ouais, là c'est ton moment avec lui, donc c'est à toi de trouver, quoi. Donc déjà de me responsabiliser vis-à-vis de ça. Et puis finalement, effectivement, j'ai fini par me poser et me dire mais pourquoi juste le matin il y a ce problème de l'habillage. Et en réfléchissant, voilà, en essayant d'assembler le puzzle, en jouant un petit peu au détective, je me suis rendu compte que le matin, le petit voyait assez peu ses parents parce qu'il partait au boulot. Donc il arrivait, il prenait son petit déjeuner, il était en pyjama, tout ça, les parents étaient là. Les parents étaient dans la cuisine, ils se préparaient. Et ensuite, on montait s'habiller. Et quand les parents disaient voilà, au revoir, on s'en va, tout ça. Et quand on redescendait, ils étaient plus là. Et donc du coup, je me suis dit, tout bêtement, je vais lui amener ses vêtements dans la cuisine le matin. Et quand il prend son petit déj en pyjama, et après, juste après, on va s'habiller tranquillement. Et il y aura les parents aux alentours, quoi. Et il a plus jamais eu de problème pour s'habiller le matin. Donc ce côté de voilà où j'aurais pu me dire que là ça y est dès le matin il cherche les limites ou je sais pas ce qu'on aurait dit en France. En fait il avait un besoin, ce besoin il n'était pas du tout comblé, il n'était pas capable de me l'exprimer parce qu'il comprenait peut-être pas lui-même le pourquoi du comment. Mais en lui permettant de voir ses parents non-stop jusqu'à ce qu'il quitte la maison, quoi, ça a fait qu'on n'a plus jamais eu de soucis avec l'habillage, quoi. Donc je pense qu'il faut souvent faut jouer au détective, quoi, avec les enfants. C'est un peu notre rôle. Dans un TEDx que tu as donné récemment, là, au début d'année, tu as dit quelque chose qui, pour moi, je trouvais très fort et qui résonne. Tu dis, en France, on doit expliquer que l'éducation, c'est l'éducation bienveillante, alors qu'au final, ça devrait juste être de l'éducation. Est-ce que tu peux expliquer ce concept parce que je trouve que ça résume beaucoup de choses. Ouais, oui, complètement. Effectivement, ouais, ces dernières années, en France, on parle de plus en plus d'éducation positive, d'éducation bienveillante, d'éducation consciente, d'éducation éclairée. Enfin, en fait, on y met plein de mots dessus. Et donc, du coup, c'est une espèce de... Quand on le voit bien, quand on en parle dans les médias, c'est la nouvelle méthode d'éducation qui est très 21e siècle. Enfin, comme si ça venait un petit peu de sortir, que c'était nouveau, que ça n'a pas du tout fait ses preuves. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, apparemment, ça serait pas mal pour les enfants, mais on ne sait pas trop parce que bon, on n'a pas de recul. Et on nous présente ça un peu comme ça en France, quoi. Or, faudrait quand même pas oublier que l'éducation dite non violente en France, elle existe depuis des années ailleurs, bon, en Suède, mais aussi ailleurs. Et en fait, c'est juste l'éducation telle que la Convention des droits de l'enfant l'exige. C'est juste l'éducation telle que les droits humains, en fait, l'exigent. Donc, en fait, l'éducation non violente, c'est juste l'éducation. Et tant qu'on mettra un adjectif derrière ce mot d'éducation pour préciser qu'on parle de non-violence, du coup, on en fait quelque chose de marginal. C'est comme si l'éducation dite traditionnelle, justement, traditionnelle, ça implique le côté punition, menace, cri, peut-être même coup. Et puis, on a l'éducation un peu hippie, l'éducation nouvelle génération, on sait pas trop ce que c'est, quoi. Et ça, je pense que c'est un réel problème parce que le problème, il est bon, il a plein de facettes différentes, mais tant qu'on ne verra pas qu'on parle pas d'éducation, mais qu'on parle de droits humains fondamentaux et qu'on parle donc, en fait, de santé publique, hein, clairement,
tant qu'on verra pas ça, je pense qu'on est un petit peu limité dans notre évolution à un moment donné, parce qu'on a effectivement tous les jeunes parents qui ont envie de bien faire, qui ont envie de mieux faire que leurs parents ont fait, qui s'interrogent, qui se nourrissent de plein de lectures et de plein de choses différentes pour justement avoir une vision plus globale des choses. Mais on a aussi toute une société derrière, toutes les institutions, voilà, il n'y a pas que les parents hein, dans la vie d'un enfant, il y a plein de choses. Et tout ça, si ça suit pas, c'est compliqué, quoi, parce que du coup, ça, on en fait un peu un combat, quoi. C'est comme si on prenait notre bouclier, on prenait notre épée, puis envers et contre tout, je vais essayer d'éduquer mon enfant sans violence, contre la société, contre mes voisins, contre mes parents, contre tout le monde, quoi. Et je pense qu'on est, d'ailleurs, c'est pas je pense, nous ne sommes pas des êtres faits pour le combat, on n'est pas faits pour la violence, on n'est pas programmés pour ça. Donc forcément, quand on a l'aval de la société, quand on a l'aval du voisin, du copain, de l'ami, ça permet aussi de décompresser, de déculpabiliser et de se sentir plus à l'aise avec sa démarche, quand toute la démarche, en fait, elle est sociale et elle est partout la même, quoi. Moi, j'ai beaucoup de compassion, mais beaucoup de compassion vraiment pour les parents en France qui ont une prise de conscience à ce sujet-là, qui savent comment il faudrait faire, qui voient tous ces dysfonctionnements, mais qui peuvent pas totalement à 100% avoir une marge de manœuvre sur le changement de la société, parce que voilà, c'est pas des super-héros, hein. Et c'est déchirant. C'est déchirant de pas avoir toute la société au service de l'enfant, quoi. Ouais, en fait, ce que tu expliques, c'est que c'est pas la seule responsabilité du parent. C'est vraiment un effort sociétal à faire et que pour l'instant, malheureusement, pour la plupart des Français, il y a un blocage qui fait qu'ils peuvent pas non plus tout porter eux-mêmes, c'est ça ? Mais de toute façon, on peut pas tout porter soi-même. C'est aussi pour ça que je trouve que justement le côté éducation bienveillante, positive, enfin tous les mots qu'on y met ces dernières années, on le présente systématiquement en France sous un angle personnel. C'est-à-dire que voilà, bon, moi j'ai mon vécu, j'ai mon bagage, tout ça, bon, je suis parent, et je veux faire autrement avec mon enfant, donc il faut que j'aille, faut que j'aille revisiter mon enfance, tout ça, ce qui est totalement vrai. Évidemment que personnellement, forcément, puisqu'on est pour la majorité d'entre nous, on est déprogrammés, puisque les gens, au lieu d'avoir tout simplement comme voilà, quand j'étais en Suède, ce que je voyais, c'était des parents relativement, on va dire, à l'aise dans leur basket, quoi, qui se posaient pas trop de questions sur comment ils allaient faire avec leurs enfants, qui lisaient pas beaucoup de livres d'ailleurs, ils lisent beaucoup moins de livres, j'ai l'impression qu'on peut le faire ici, et qui y vont un petit peu à l'instinct. Ils y vont un petit peu à l'instinct, quoi. Mais cet instinct, c'est difficile de lui faire confiance quand il a été justement bafoué, abîmé, et quand on n'a pas la base nous-mêmes, adultes. Parce que du coup, on est des adultes qui n'ont pas la base sécuritaire qu'on devrait avoir, et on voudrait du coup amener une sécurité, une confiance à nos enfants, alors que nous-mêmes, on ne l'a pas. Donc ça devient quelque chose d'extrêmement difficile, parce que du coup, ça devient un combat personnel qui, en plus, souvent peut se finir même en thérapie, quoi. Déjà que c'est difficile de se réparer soi-même, si en plus, on n'a pas l'aide de la société autour, c'est très compliqué. Moi, j'ai rencontré, ça m'est arrivé de rencontrer, bon, pas souvent, mais ça m'est arrivé de rencontrer en Suède des adultes qui avaient eu une enfance moins joyeuse que leurs voisins et les gens de leur entourage peut-être. Il y en a aussi en Suède, hein, des gens qui ont eu des enfances très abîmées, mais ils avaient en fait une résilience monumentale vis-à-vis de ça, puisqu'ils avaient toute la société derrière eux qui leur avait répété depuis qu'ils étaient tout petits: «Ce que tu vis n'est pas normal. C'est pas comme ça que ça devrait se passer». Donc c'était en fait la société, elle jouait un petit peu le rôle du témoin secourable dont parle Alice Miller, qui est cet adulte ou cette entité qui vient dire à l'enfant qui subit des choses qu'il devrait pas subir, qui vient lui dire: «Ce n'est pas normal». C'est pas quelque chose de normal, puisque l'enfant, il pense que c'est normal de par la loyauté à son parent. L'enfant, il accepterait tout. Donc quand la société, elle joue ce rôle de témoin secourable, la violence, elle est vachement moins violente. C'est ce que j'ai tendance à dire. Un enfant qui prend une claque, évidemment, c'est extrêmement violent, une claque. Mais qu'est-ce qui est encore plus violent que la claque? La claque en elle-même est violente, mais ce qui est très violent et qui va ancrer la claque
dans un processus par la suite, quand cet enfant va devenir adulte et que lui-même il va avoir la main qui se lève alors qu'il voudrait pas, c'est parce qu'en fait cet enfant a entendu, celle-là tu l'as bien cherchée, tu l'as bien méritée. Donc non seulement il prend une claque, donc déjà ça fait mal, mais en plus il a toute la société derrière qui lui dit c'est comme ça que ça se passe, la claque tu l'as méritée. Et c'est ça qui ancre la violence, parce qu'un enfant qui prend une claque et qu'ensuite on lui dit mais c'est terrible ce que t'as vécu, mais qu'est-ce que tu ressens, mais comment t'as vécu ça, comment t'as vécu ce choc, mais j'ai toute la compassion pour toi, c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Alors bien sûr il a reçu la claque et c'est extrêmement violent, mais il pourra en tout cas avoir les armes en lui pour ne pas reproduire ça, pour ne pas en faire une banalité. La société elle a un rôle monumental à jouer. Le rôle de, enfin les droits de l'enfant, la Convention internationale des droits de l'enfant et plus globalement les droits de l'enfant, ça n'est qu'un problème social finalement. Après on a effectivement tous notre petite graine à apporter, mais ça n'est que social. C'est d'ailleurs pour ça que moi je suis absolument ravie que la loi soit enfin passée en France l'année dernière. C'est qu'une fondation, c'est qu'un début, mais sans ça on n'aurait rien pu faire. C'est tellement fort ce que tu dis, dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se sentent perdus et qui en fait comprennent pas qu'ils y peuvent pas grand chose, puisque autour d'eux ils n'ont pas le soutien qu'ils méritent aussi. Alors après, quelques années après le fait que tu aies vécu dans des familles en tant que jeune fille au père, tu décides de faire ce film qui s'appelle Même qu'on est imbattable. Franchement le titre il est juste génial. Bravo. Qu'est-ce que tu retiendras de ce tournage avec les enfants suédois? Bah pas mal de choses. Alors c'est vrai qu'il y en avait eu un autre de film avant. Celui-là c'était c'est une longue histoire. Mais disons que j'ai commencé à filmer quelques mois après que j'étais en Suède. Et Même qu'on est imbattable, il est venu quelques années après. Qu'est-ce que je retiendrai du tournage? Beaucoup de choses parce que encore une fois. C'est magnifique d'avoir tous ces souvenirs, puis c'est beau en fait à un moment donné. Je pense que voilà, j'avais quel âge à l'époque? J'avais 22, 23 ans, quelque chose comme ça. J'avais encore, je pense, le cerveau pas tout à fait fini. Et donc du coup l'insouciance de me dire je vais faire un film. Et ça c'est bien parce que du coup cette innocence et cette insouciance qu'on a quand on est jeune, ça peut être aussi moteur de grande créativité, quoi. Quand on voit ensuite les difficultés qu'il y a derrière ça, je sais pas si ça serait le cas aujourd'hui de la même manière. Mais qu'est-ce que je retiens du tournage? Beaucoup de choses, parce que ce qui est beau dans un documentaire, c'est en tout cas moi j'y mettais vraiment un point très important, c'est qu'effectivement on a l'idée du film, quoi, de quoi je veux parler, et ensuite c'est les rencontres avec les personnes et c'est les interviews surtout des personnes qui interviennent dans le film, qui font le film en fait, et c'est eux qui viennent justement dessiner un petit peu la trame du film, et c'est eux en fait qui font le film plus que moi qui suis derrière la caméra, quoi. Et ça c'est plutôt chouette. Petite anecdote que j'ai déjà racontée, mais bon, je l'aime bien celle-là, donc je la raconte de nouveau. C'est ce petit garçon qui avait 5 ans, que je connaissais pas du tout d'ailleurs, et donc du coup il y avait plusieurs enfants qui étaient interviewés dans le film. Et ce petit bonhomme, 5 ans, je venais juste de le rencontrer, donc c'était un petit peu rapide, hein, la salle était louée, fallait faire ça vite, quoi. Et donc du coup, voilà, on se pose, et puis je dis aux enfants, on va parler de la violence sur les enfants, voilà, c'est important, pour voir un petit peu ce que vous en pensez, parce que vous êtes des enfants suédois, tout ça, je leur explique. Et le petit garçon, il était assez silencieux pendant l'interview, assez absent, quoi, pas trop là, un peu mal à l'aise. Et c'est une fois en fait en rentrant chez moi après pour regarder les images qui avaient été tournées, que j'ai vu qu'en fait en re-regardant bien, en détaillant, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un sujet qui pour lui était c'était délirant, quoi, que je lui parle de ça n'existait pas, ça n'existait pas dans son prisme de vie, c'était quelque chose qui venait d'un coup comme ça, il savait pas quoi en faire, quoi, ce petit bonhomme de 5 ans. Et je leur avais montré des grandes photos, des photos que j'avais imprimées en grand format, de violence éducative en fait, où on voit des enfants qui prennent
soit une claque, soit qui sont au coin, enfin voilà, pour leur montrer des photos, quoi, de quoi on parle. Et, et ce petit garçon dans mes rushs, quand je regardais mes rushs, mes morceaux de vidéos que j'avais filmés, il grattait en fait les photos. Il grattait un petit peu les photos. Déjà, bon, il les balançait un peu dans tous les sens, mais ça c'était plutôt très voyant. Mais ce que j'avais vu en fait en regardant les images, c'est que je le voyais gratter comme ça, comme s'il déchirait un petit peu les coins des photos, quoi. Et son frère à un moment qui lui disait discrètement attention, tu vas abîmer la photo, fais pas ça. Et ce petit garçon, il m'a donné en fait l'idée de demander aux derniers enfants que j'ai interviewés, en fait, de les déchirer ces photos, quoi. Parce que cette haine qu'il avait contre les photos, qui peut-être sur le coup, sur le tournage, m'a paru un petit peu, voilà, j'étais un petit peu pressée, tout ça, et c'était un petit peu stressant pour moi de voir que il répondait pas de la même manière que j'aurais pensé qu'il allait répondre à cette interview, quoi. Et en fait, c'est peut-être même lui, à mon sens, qui est le plus touchant dans tous les enfants interviewés, parce que c'est vraiment lui qui ne comprend rien, et bon, c'est lui aussi qui a amené cette idée à la fin de déchirer cette violence. D'ailleurs, les enfants ont adoré le faire. Donc Ah ouais, ça se voit le bonheur dans leurs yeux quand ils le font. Ouais, il y a vraiment ce côté où c'est des petits aléas comme ça de tournage qui sont normalement pas prévus. Et en fait, quand on arrive à retourner la situation en disant mais qu'est-ce que ça amène plutôt que qu'est-ce que ça déprécie, quoi, ça amène des choses super chouettes, quoi. Donc c'est vrai que des anecdotes de tournage comme ça, il y en a plein qui sont en fait après coup qui sont assez formidables, quoi. Sur le coup, ça stresse, mais après coup, on se dit bah ouais, mais c'est ça aussi, c'est ça qui fait le film, c'est ça qui fait l'authenticité du documentaire, et puis c'est ça qui fait que le titre il est à sa place, quoi, parce que ce petit garçon il était imbattable et pour lui c'était pas possible, quoi. C'est vrai qu'à chaque fois, et c'est frappant que tu interviewes des enfants, parce qu'il n'y a pas que des enfants évidemment, mais je trouve que c'est à travers leur regard qu'on prend une claque dans un autre sens. Ils sont perdus en fait quand tu leur poses ces questions sur la violence, sur rien que dans leur langue même, il y en a peut-être bien la moitié, ils connaissent même pas le mot claque ou fessée. Est-ce que ça t'a été surprise, ou tu savais déjà parce que tu avais passé du temps avec eux, mais t'étais surprise que rien que ce mot ne fasse pas partie de leur vocabulaire? Bah, c'est vrai que moi, bon, je dirais que c'était une surprise, je mentirais, parce que ça faisait quand même déjà 5 ans que j'étais en Suède, et je savais très bien que les enfants ne savaient pas ce que c'était qu'une claque ou une fessée. Mais en tout cas, je voulais absolument le montrer, parce que ça, pour le coup, quand je le racontais, on ne me croyait pas. Quand j'expliquais aux gens que les enfants suédois ne savent pas ce que c'est, on ne me croyait pas, quoi. Donc pour moi, c'était hyper important que ça soit, voilà, que ça soit filmé, que ça soit vrai, que ça soit, parce que là, on pouvait rien dire, quoi. Quoi qu'il y en a encore qui ont trouvé à dire ouais, c'est toi qui leur as dit de dire qu'ils savaient pas. mais bon, ça c'est bon. Voilà, il y a des croyances fortes des fois qui ont du mal à se déloger, quoi. Donc moi je le savais, mais par contre, ce qui m'a peut-être quand même pas mal frappé, c'est le côté vraiment, parce que moi les trois petits blonds, je les connais très bien parce que c'est des enfants dont je me suis occupée moi. C'est d'ailleurs C'est Tintin, il y a Tintin. Ouais, il y a Tintin, ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait eux ils regardent une campagne vidéo de la Fondation pour l'enfance où on voit une claque en réalité, on la voit la claque, hein. C'est parce que c'est des enfants que je connais très bien, c'est des enfants avec qui j'ai un lien très proche, et donc je me suis sentie capable et dans mon bon droit de leur montrer cette vidéo. Parce qu'ensuite on a pu en parler, on a pu débriefer, tout ça. Les autres enfants que je connaissais pas, je leur ai pas montré une vidéo, parce que je leur ai montré une vidéo, je crois que j'aurais pu finir au commissariat, quoi. On en est là en Suède, hein. Donc c'est-à-dire que déjà de montrer des photos, ça a été quelque chose de périlleux. Je me souviens d'une maman au téléphone quand je cherchais des enfants pour une interview. Je lui ai expliqué de quoi on allait parler, et de ça, elle me dit ah oui d'accord, ah oui quand même c'est un sujet difficile. Je dis oui bah oui effectivement, mais c'est intéressant justement que les enfants donnent leur avis. Et la maman de me dire mais comment ça se passe concrètement? Je dis bah en fait j'ai imprimé des photos que je vais montrer à vos enfants, donc des photos, c'est-à-dire? Je lui dis bah c'est-à-dire des photos de voilà de quoi on va parler, quoi, de violences éducatives. Elle me dit mais il y a du sang dans vos photos? Je dis non mais il y a pas de sang dans les photos. Je dis je suis pas en train de vous parler de maltraitance violente, je suis en train de vous parler de violence éducative. Mais déjà ça, quand on parle à un Suédois, mais même à un adulte, hein, ils font pas la différence. Que je lui parle d'un coup de poing ou d'une tape sur la main, c'est pareil, hein, pour eux.
Donc Bah, les enfants non plus d'ailleurs, il l'explique ah bien. oui, non mais les enfants déjà ils comprennent pas du tout, mais les adultes non plus. Les adultes sont sidérés de comprendre, qu'il y a une différence de degré faite en fonction de la force du coup. Ils comprennent pas en fait ça. Donc bon finalement cette maman elle a décliné l'interview, elle a dit que c'était trop compliqué de faire ça à ses enfants, qu'elle voulait pas. Mais ça a été compliqué quoi parce que, effectivement ça on le voit pas du tout dans le film quoi. Mais trouver les gens des fois ça a été compliqué parce que c'est un sujet tellement acquis, tellement. C'est comme si en France, je prenais des enfants, puis je sais pas, j'allais leur dire, bon et alors, ton papa, ça lui arrive des fois de taper ta maman, et qu'est-ce que t'en penses? Et on passerait ça le soir sur France 2 ou je sais pas, ou une chaîne télé, et on se dirait mais qu'est-ce que c'est que cette interview de mauvais goût quoi? Et c'est un peu ça en fait en Suède quand on fait quand on interroge des gens là-dessus, c'est presque un peu de mauvais goût, quoi. Alors après, évidemment, bon, faut expliquer que bah oui, mais c'est parce qu'en France, bon, à l'époque, il n'y avait pas la loi, donc c'est aussi pour faire bouger les choses, et là, les gens se sentent plus engagés. Mais il y a quand même une stupéfaction générale. Cette Mmh. stupéfaction, personnellement, pour l'avoir vécue pendant 7 ans, et pour maintenant beaucoup aussi l'avoir moi-même, mais pour l'avoir vraiment côtoyée dans des centaines et des centaines de regards suédois, elle me colle à la peau et elle me quittera plus jamais en fait. Il y a une stupéfaction face à une absurdité qui est due à une grande souffrance de notre société et de nos enfances respectives. Mais l'absurdité, quand on la décèle, elle est tellement énorme que on peut que faire des yeux, enfin les yeux de ces enfants quoi, qui pour moi sont symptomatiques quoi. Je pense que moi aussi, ils vont me marquer longtemps leur regard parce Mm. que ils sont forts. Alors ton film personnellement m'a fait pleurer plusieurs fois, plusieurs passages. Peut-être je suis trop sensible, j'en sais rien, mais bon, c'est comme ça. Et il y a un passage particulièrement qui est difficile et qui est également difficile pour les mamans suédoises que tu interviews. Mm. Et d'ailleurs, il y en a une qui dit à son plus petit, tu peux pas regarder ça. Mm. C'est des extraits de l'émission Super Nanny, une émission Ouais. française que je pense tout le monde connaît, pas besoin de présenter. Et où ces femmes-là qui sont avec leurs enfants, elles sont, mais bah là, comme tu dis, la stupéfaction, sidérée. Ouais. On en est encore là à montrer ce genre d'émission en France, à la télé, à une heure de grande écoute. Est-ce que c'est un fléau pour toi qu'il y ait encore ce type d'émission sur les grandes chaînes? Pour moi, c'est pas un fléau, pour moi, c'est criminel. C'est-à-dire que pour moi, au jour d'aujourd'hui, passer Super Nanny, comme ils ont fait là pendant le confinement, ils ont fait un spécial Super Nanny le week-end dernier sur TFX. Ils se sont dit, tiens, les parents confinés ont besoin d'aide, d'outils et de soutien. On va leur passer Super Nanny pendant 9 heures d'affilée. Ils ont fait de midi à 9 heures du soir. Pour moi, c'est criminel. Pourquoi c'est criminel? Parce que encore une fois, je suis assez contente de pouvoir le répéter parce que je l'ai beaucoup répété dans les salles après le film parce que les gens étaient pas. Il y avait beaucoup de gens qui prenaient mal le fait que j'ai montré Super Nanny à des Suédois parce qu'on me disait oui, mais enfin bon, c'est pas comme ça qu'on éduque nos enfants, c'est très violent ces scènes-là, on va passer pour des monstres. Et en fait, je tiens à rassurer les gens, Super Nanny n'est pas dans le film pour taper sur les parents français. Absolument pas, il n'y a pas d'intérêt, ça fait pas avancer le schmilblick, quoi. Moi, Oui, d'ailleurs, tu floutes, hein, oui, je précise, tu floutes les visages, oui, de toute façon, ça on on peut n'a pas pas le choix. Sinon, reconnaître. après, on peut se faire embêter avec Oui, la oui, justice. mais je veux dire, dans Ah, la mais ouais. démarche. Oui, oui. Bah, pour les enfants, moi, c'était primordial de flouter les visages. Ça, c'est sûr que c'était très, très important. Son visage à elle, c'est autre chose. Mais bon, la loi, voilà, je ne fais pas les lois, donc, donc le visage de Super Nanny est flouté aussi. Mais pas le logo de l'émission. Parce que sinon, pareil, bon, c'est des textes de loi, après, on suit les textes de loi, hein. Mais c'était important pour moi de le mettre dans le film, parce qu'en fait, encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure si bien, c'est pas individuel. Donc c'est-à-dire que tant qu'on va nous mettre des émissions comme ça, avec une vision de l'enfant, mais qui est absurde. C'est-à-dire que c'est quoi Super Nanny? C'est une émission où c'est toujours l'enfant le problème. C'est-à-dire que l'enfant est insupportable, ah non mais l'enfant est très mal élevé, l'enfant est un enfant roi, enfin ce genre de choses, et donc est en train potentiellement dans beaucoup d'émissions, selon la voix off, de détruire la famille parce qu'ils vont très loin hein, dans leurs commentaires, et c'est la faute de l'enfant. Il faut remettre l'enfant à sa place. Voilà. Et le pauvre petit adulte doit remettre l'enfant à sa place parce que le pauvre petit adulte est en train de se faire bouffer par cet enfant. Pour moi, Super Nanny, c'est un petit peu
le symptôme de notre vision psychanalytique, freudienne de l'enfant. C'est-à-dire qu'en France, on est coincé dans des encore aujourd'hui, hein, même si ça plaît pas toujours de le dire, mais moi je le dis, quoi. On est coincé dans des visions de l'enfant et de l'être humain et de la nature humaine, qui sont dépassées, qui sont dépassées. On a cette idée de l'enfant qui est un être animé de pulsions, et le travail de l'adulte, le job de l'adulte, ça va être de frustrer l'enfant, de lui mettre, des limites, de le faire descendre un petit peu de son nuage pour le ramener à un principe de réalité, heu, pour, hem, pour contrer son principe donc de toute puissance. Ça, c'est notre vision de l'éducation, globalement, socialement. Heu, Ça peut pas fonctionner, parce que c'est pas du tout ça, en fait. Ça, c'est des vieilles théories des des années, la théorie des pulsions, c'est 1897, je crois. Enfin, c'est vieux, c'est très vieux. Et entre-temps, on a d'autres théories qui nous sont arrivées, comme la théorie de l'attachement, par exemple, de Bowlby. Mais il y a peu de gens en France qui savent ce que c'est que l'attachement. Il y a peu de gens qui savent ce que c'est que l'attachement en France. Et ça, c'est terrible, parce que ce genre d'émission, justement, devrait mettre l'accent sur pourquoi l'enfant se comporte comme ça. Pourquoi l'enfant a un comportement inadapté, quand, attention, c'est pas totalement extrapolé aussi du tournage, parce que ça reste de la télé-réalité, donc c'est très faux, hein, ce qu'ils montrent. Oui, oui, je confirme. Mais oui, comme tu as bossé en plus en télé, je pense que tu vois Ouais, non, mais de quoi je on peut parle, quoi. manipuler les images comme on veut. Totalement manipulé, c'est sûr. Mais en dehors de ça, vous êtes un parent, vous êtes démuni, il y a un problème, il y a quelque chose voilà, c'est compliqué, il y a un petit truc dans la relation avec votre enfant, là, ça fonctionne pas, et on vous montre ça à la télé. Non, mais c'est criminel de faire ça. Les parents, ils ont besoin d'être aidés dans leurs responsabilités envers leurs enfants, ils ont besoin d'avoir des repères. Les parents ont besoin de repères, les enfants aussi, mais les parents ont besoin de repères. Et ça brouille les pistes, totalement. Donc moi, j'ai aucune colère envers les parents en France qui sont finalement les victimes aussi collatérales de ce système. Mais j'ai beaucoup de colère quand je vois les médias, quand je vois ce qu'on continue de Mmh. passer, alors qu'en plus on a voté une loi l'année dernière. Mais on continue quand même de rester dans cette vision de l'enfant délétère, et ça c'est... Enfin, je veux dire, les conséquences ensuite en santé publique, en termes de mal-être psychique chez les adultes et tout ça, enfin, ça coûte cher à la société, ça coûte cher à l'individu. Ouais, c'est criminel. Il n'y a pas d'autre terme pour moi. Bon, là, on a parlé un peu des choses dures et négatives, et je Mmh. veux surtout pas dire que c'est ça ton documentaire, parce que pas du tout. Et je pense que justement, ça me fait pleurer parce que le contraste, il est fort avec la beauté de l'éducation suédoise, et que du coup, forcément, ça met dans des conditions un peu où tu te dis, c'est schizophrénique là ce que je vois. Donc, la Suède a passé cette loi en 79, ça fait 41 ans. Mmh. J'imagine que ça s'est pas fait tout de suite, le changement. Est-ce qu'il a fallu attendre plusieurs générations, et comment est-ce que c'était la Suède en 79? Parce que tu montres des images d'archives qui sont tout aussi choquantes. Bien sûr, bah oui, parce que, enfin, il y a cette idée de se dire: «Oh là là, les pays nordiques, ils ont tout compris, ils font tellement les choses mieux que nous», on les regarde comme ça, interrogatifs, mais qu'est-ce qu'ils font que nous on fait pas, quoi? Et on a cette espèce d'idée que les pays nordiques, depuis que le monde est monde, sont des pays fantastiques. Je sais pas tout au niveau des pays nordiques, mais en tout cas la Suède, ça a longtemps été un pays, très pauvre, et voilà, qui était pas du tout, dans le haut du panier, quoi. Et ils sont devenus comme ça. Ils ont mis plein de choses en... Voilà, il y a plein de décisions politiques, de choses comme ça. C'est complexe, hein, c'est historique, c'est politique, c'est social, c'est sociologique. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que la Suède est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont mis l'éducation et le bien-être de l'enfant et ses droits au cœur de la société. Si on enlevait cet élément-là à la société suédoise, je pense que la Suède n'existe plus. Tout est fait dans la société autour de cette éducation, et de ces droits de l'enfant. Donc ça peut faire peur, on peut se dire: «Oh là là, oh qu'est-ce qu'on est nuls, on n'y arrivera jamais», et ça, c'est encore notre éducation, hein, qui nous ramène à nos faiblesses et notre manque de confiance en nous, quoi. Non, nous ne sommes pas nuls. Les Suédois, quand ils ont voté la loi, et déjà, ils en voulaient pas de cette loi. C'est le gouvernement qui l'a passée en force, parce que personne n'en voulait. Ça fait 41 ans, donc comme tu le dis, bah, il y a 41 ans, le monde, il était bien différent. Personne se posait ce genre de questions. On n'avait pas les neurosciences affectives et sociales pour venir nous dire que le cerveau de l'enfant, il fonctionne comme ça, que l'enfant, il a besoin de ci, que l'enfant, il a besoin de ça.
on avait certes déjà la théorie de l'attachement, mais elle était encore pas très diffusée à l'époque, quoi, un peu plus dans les années 70 quand même dans les pays nordiques. Mais donc c'était quand même un gros saut dans le vide, un petit peu un saut dans l'inconnu. Et les journaux à l'époque titraient très clairement c'est la fin du monde, quoi. Donc Ah ouais. ah oui, bah non mais complètement, c'était Non, mais c'est rassurant. Bien sûr que c'est rassurant, mais évidemment c'était quelque chose, on n'avait jamais fait ça. Puis enfin encore aujourd'hui, nous on a voté cette loi l'année dernière, nous sommes le 56e pays du monde à avoir voté cette loi. On a 55 pays qui l'ont fait avant nous, on voit que ça s'est très bien passé. On a maintenant la science qui vient nous dire c'est ce qu'il faut faire. On a toutes les preuves nous pour le faire et pour le faire bien et pour le faire vite. Eux, ils avaient rien à l'époque. Il y avait aucun pays qui l'avait fait avant d'eux. Donc il y avait aucune génération sur cette terre qui avait grandi avec ce droit fondamental de ne pas être frappé. Donc on savait pas ce que ça donnait réellement, concrètement. Donc les gens ont été totalement déboussolés à l'époque. Ouais, complètement. Donc il y a eu tout un travail de prévention à faire. Hein. Dans le film, tu le vois, il y a un spot, il y a une brochure aussi qui a été distribuée dans les familles. Dans cette idée de on va y arriver ensemble, on va changer les choses ensemble, quoi. Après, est-ce qu'ils s'attendaient à de tels résultats si spectaculaires 40 ans plus tard? Je ne sais pas, j'étais pas là à l'époque. mais en tout cas, on voit que... Mais tu vois, c'est pas pour moi, ça peut paraître comme ça de se dire ouais, c'est dingue quand même, en 40 ans, ça a totalement... Mais c'est pas si dingue que ça. Parce que justement, ce que tu vois quand tu vois les enfants là qui savent pas ce que c'est qu'une claque, qui savent pas que c'est qu'une fessée, ou ses parents qui sont stupéfaits, qui comprennent pas le principe de pouvoir, de domination, tout ça. C'est quand même tellement... C'est plein d'espoir, parce que ça veut dire... Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai senti et ce que j'ai réellement intégré au contact des Suédois, c'est qu'en fait, c'est pas naturel. C'est pas naturel chez nous, l'espèce humaine, de faire du mal à nos enfants. C'est pas naturel de vouloir les dominer, les écraser. Ça n'est pas naturel, ça ne fait pas partie de ce fameux instinct dont je parlais tout à l'heure. Notre instinct, il est protecteur. Notre instinct, il est sécurisant. Et tout ce qui fait qu'on en arrive à être violent et à être cassant, c'est nos propres souffrances. C'est notre propre enfance qui a été amochée et qui, du coup, ça éclabousse sur l'enfant, quoi. Et socialement, comme c'est un problème social général, ça éclabousse beaucoup sur les enfants, parce que ça éclabousse collectivement sur les enfants. Mais quand une société, justement, arrive à prendre un autre chemin, à dire on va faire les choses autrement, et du coup, on retrouve finalement, je pense pouvoir le dire, comme ça je le ressens en tout cas, je pense que les Suédois ont en partie retrouvé le naturel de ce que c'est que la parentalité. La parentalité, c'est protéger ses enfants, c'est les sécuriser, c'est pas être fondamentalement, totalement égaux avec eux. Ça, je pense qu'on a ces dernières années un petit malentendu qui se crée dans notre petit boom, un petit peu comme je l'appelle, de l'éducation positive et tout ça, parce qu'on est un peu paumé, on n'a pas de modèle, donc on cherche une égalité des fois totale avec l'enfant. Je pense que ça, c'est pas à faire, parce que nous ne sommes pas fondamentalement égaux avec nos enfants. En dignité, oui, mais l'enfant est en apprentissage, l'enfant, il a besoin de nous, l'enfant a tout à apprendre de nous, même si on a aussi tout à apprendre d'eux, hein, mais nous sommes responsables de cet enfant. L'adulte, il est responsable de l'enfant. L'adulte, il est là pour sécuriser l'enfant. Ça, c'est la théorie de l'attachement, qui est si inconnue en France. Du coup, on n'est pas sur un pied totalement égalitaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on est supérieur et dominant des enfants. Ça veut dire que parce qu'on est justement au-dessus d'eux, on leur doit quelque chose. Donc c'est du coup un cadre qui en devient enveloppant et sécurisant. Sauf qu'en France, le cadre enveloppant et sécurisant, c'est des mots comme ça qui veulent rien dire. On ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que ça veut dire dans la parentalité. On ne sait pas ce que ça veut dire dans la société. On ne sait pas ce que ça veut dire dans les relations humaines. On ne sait pas ce que ça veut dire au travail. Parce qu'on ne connaît absolument pas, nulle part en France, un cadre qui serait sécurisant et réellement développant, enveloppant à la fois, mais qui soit pas quelque chose de cassant. On a toute une société qui est engluée dans des principes de mauvaise interprétation de ce que c'est que la nature humaine. Et moi, je mets vraiment l'accent sur le côté psychanalyse freudienne de notre société. Il y a beaucoup de gens qui vont crier quand je vais dire ça, mais je le dis quand même, parce qu'aujourd'hui... Je te rassure, dans un podcast, il y avait déjà eu ouais.
On a déjà dit ça. C'est chouette, Donc je suis vas-y. pas seule. Mais non, mais c'est parce que ça fait beaucoup crier en France, parce que la psychanalyse freudienne, c'est vraiment un monument, quoi, en France. Sauf qu'il faut essayer de prendre du recul. En Suède, Freud, on en parle comme on parle de Napoléon ou de François Ier, c'est-à-dire dans l'histoire. On n'en parle pas dans la psychologie, quoi. Et c'est hyper important de se détacher de ce qu'on sait aujourd'hui n'est pas vrai. Non, nous ne sommes pas des êtres qui naissons avec l'idée folle Nous ne sommes pas des pervers polymorphes, quoi, à la naissance. Et quand on change ça, et quand on voit réellement ce que c'est que le rôle de l'adulte, on avance plus vite. Moi, j'aimerais qu'en France, on arrête de perdre du temps. Maintenant qu'on l'a voté... Ouais, tu m'entends ? C'est bon, ouais. Ouais. Maintenant qu'on a voté cette loi, il faudrait vraiment... faudrait rattraper le retard beaucoup plus vite, quoi. Enfin, je pense qu'on a assez pris de retard. On a assez observé. C'est bien aussi d'observer. On était un peu le mauvais élève, là, au fond de la classe, à côté du radiateur. C'est pas toujours négatif. Mais du coup, rattrapons notre retard et faisons-le réellement, parce que les outils, aujourd'hui, on les a. On n'a rien à inventer. Quoi. Tu m'as dit quelque chose l'autre jour quand on s'est eu au téléphone que je trouvais hyper intéressant. Tu disais finalement, on a 40 ans de retard, certes, mais on peut ne pas faire les mêmes erreurs que les Suédois et donc gagner du temps. Qu'est-ce que c'est, par exemple, les erreurs qu'on pourrait éviter pour pouvoir avancer vite ? Justement, tu vois, quand je te parle de... Et ça, je sais que pareil, c'est quelque chose qui fait hérisser les poils à plein de gens, quoi, quand je te parle du cadre. Ce qui s'est passé quand la loi elle est passée, la loi elle est passée en Suède, ils ont eu 5-10 ans un petit peu de flottement, où du coup, ils ont un petit peu laissé tout faire aux enfants, en se disant, de toute façon, puisque l'enfant, il a toutes les ressources en lui, si je le laisse vivre, ça va bien se passer, quoi. Et ça, voilà, avec les bonnes intentions, hein, puisque bon, évidemment, il y a toujours des bonnes intentions, il y a toujours de l'amour, mais l'amour, ça suffit pas. Donc du coup, il y a eu ce petit raté, ce petit brouillon avant de pouvoir avoir un réel changement. Et je pense que ça, on pourrait l'éviter en France. On pourrait l'éviter parce que comme on est les derniers de la classe, du coup, on a vu un petit peu les erreurs des autres avant et on pourrait ne pas faire la même chose. Je pense que c'est très individuel, donc encore une fois, on est tous différents, on a tous une manière propre de l'aborder, mais c'est important de ne pas oublier notre responsabilité d'adulte. J'insiste vraiment sur ce terme, hein, mais nous sommes responsables de nos enfants et j'invite les gens à aller découvrir l'attachement, même s'il n'y a pas grand-chose en français sur ce sujet, même s'il y en a de plus en plus. Mais c'est on a fait un bel épisode avec le docteur Anne Reynaud-Postel. Donc, Ouais, voilà, il y a son super, il y a son super bouquin. Mais c'est vrai que c'est récent en France. C'est récent en France, donc j'en veux pas aux gens d'être un peu, mais je comprends pas, mais on m'a dit qu'il fallait pas poser de limites. Maintenant, on me dit qu'il faut mettre un cadre. Je ne comprends plus rien. Encore une fois, c'est très déroutant pour les parents français. Pour moi, le problème en France, c'est qu'on dit ton rôle d'adulte, ça va être de frustrer l'enfant, de lui, comme je disais tout à l'heure, de lui opposer un principe de réalité à son principe de toute puissance, et pour ça, il faut lui poser des limites. Point final. En gros. En fait, non. Ton rôle d'adulte, c'est de sécuriser l'enfant, et dans cette sécurité de l'enfant, qui a de multiples facettes, il y a cette idée de cadre sécurisant. Mais bon, si t'as fait un épisode là-dessus avec Anne Reynaud, je vais pas développer parce que les gens, du coup, comprennent de quoi je parle. Et ça, c'est important, en fait. Et peut-être que l'erreur qu'on pourrait éviter de faire, c'est celle-là. C'est de penser que du coup on est dans une égalité totale plus que dans une équité. Je pense qu'il faut plus être dans une équité où l'enfant il est c'est difficile aussi parce que moi j'imagine bien quoi tous ces parents qui ont vécu des choses extrêmement difficiles et qui du coup veulent pas faire la même chose avec leurs enfants, mais du coup on a peur donc on fait pas quoi, on a peur de donner un mauvais cadre donc on donne pas de cadre, comme ça c'est plus simple parce que comme ça on se trompe pas, on fait pas d'erreur quoi. Je pense que ça demande un réel travail sur soi et un réel courage que d'oser être un adulte après avoir eu des mauvais modèles d'adultes. Mais il faut réussir socialement, individuellement, mais surtout socialement, à vraiment voir ce que c'est qu'un adulte, ce que c'est que le rôle d'adulte, et c'est nos enfants qui en tireront tout le profit, quoi. Encore une fois, de toute façon, c'est toujours les enfants soit qui payent les pots cassés, soit qui en tirent du profit. Mais c'est une question à la fois complexe et en même temps, je pense qu'on a pas mal d'outils, quoi. Donc, faut peut-être
pas penser en tout cas qu'on est seul. Je pense que c'est aussi ce qui dégage du film, c'est que les gens ne sont pas seuls, ils sont juste pas au bon endroit, comme je dis souvent. Vous êtes juste pas dans le bon pays, mais vous êtes pas seul, quoi. Et aller voir déjà ce qui se fait, ce qui existe en fait, depuis de nombreuses années. Dans ton film, dans ton documentaire, quand tu débutes, tu fais toute une revue de presse sur les médias français qui essayent un peu de détruire le mythe de la Suède avec un super modèle. Et tu cites plusieurs articles ou de reportages sur les médias nationaux. Ça te fait penser quoi? Et je pense notamment à cet article de Slate qui est intitulé La Suède est-elle en train de créer une génération de petits cons? Ça te fait sourire ou clairement tu dis on en est encore là? Bah, un peu les deux, tu vois, parce que cet article, on me l'a tellement envoyé que, moi, je veux dire, c'est sûr que la fake news au début du film, ça m'a fait du bien, c'était une petite revanche, quoi. Mais ça me fait sourire, oui, ça me fait souffler, oui aussi. Je vois un peu les choses différemment maintenant. Depuis quelques temps, je me dis, bah ouais, mais c'est finalement... moi, avant de partir en Suède, quand j'étais encore donc ado, j'ai cherché beaucoup d'infos sur la Suède. Je voulais justement, voilà, qu'est-ce que c'est que ce pays, là, ce laboratoire social, comme on l'appelle souvent, de plein de choses, quoi. Ils sont mieux en tout, on dirait, quoi. Hein. Donc, il y avait un côté, j'avais envie de comprendre pourquoi. Et en fait, je n'ai jamais réellement trouvé d'informations complète, intéressante, véridique sur ce sujet-là. Il y a rien en France là-dessus, quoi. On ne trouve pas d'informations. Et c'est moi-même en allant vivre là-bas plusieurs années, en apprenant la langue, en apprenant la culture, en m'intégrant dans la société, donc travail de longue haleine, que j'ai pu en fait vraiment déceler tous les trésors et les secrets de la culture et du pays. Et je pense que du coup, quand je vois ces gens qui font un article sur la Suède alors qu'ils ont... Bon, déjà d'une, ils y sont peut-être même pas allés, ou alors s'ils y sont allés, ils y sont allés 2-3 jours. Ils ont peut-être interviewé des gens 2-3 minutes en anglais entre deux coins de porte, et puis voilà, quoi. On peut pas, en fait, juger un pays et sa façon de procéder sur des on-dit. On peut pas... C'est extrêmement complexe. C'est pas du tout des pays, les pays nordiques, qui se construisent sur les mêmes principes que les pays latins. C'est très différent, déjà d'une. Donc déjà, ces principes-là, il faut les comprendre. Pour les comprendre, il faut s'y confronter. Enfin bon, ça demande toute une patience et tout un travail de découvrir un pays. Donc c'est vrai que quand je vois comme ça des articles où on affirme que les enfants rois sont absolument insupportables, on affirme que l'éducation suédoise, c'est absolument quelque chose d'abominable qui a créé une génération... Du coup, j'ai eu qu'une envie, c'est d'aller demander aux Suédois ce qu'ils en pensaient, quoi. Et c'est ça qui est drôle. Oui, et ça va loin, ce qu'ils disent, une génération déprimée. Ouais, ça va très loin, ça va très loin. C'est violent quand même, Bah, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi tout un moment, il y a eu un enjeu politique en France où il fallait pas que la loi elle passe. Donc les médias passaient un temps, parce que cette idée de l'enfant roi suédois, elle est arrivée en 2014. C'est d'ailleurs à partir de là, moi, qu'on m'a demandé un deuxième film. Parce que du coup, il fallait absolument que je prenne ce problème-là à bras-le-corps, parce qu'avant, on n'embêtait pas la Suède, quoi. En tout cas, pas autant. Et du coup, en 2014, il y a eu cette espèce de boom d'un coup de l'éducation suédoise à créer des enfants absolument terribles. Donc moi j'ai eu envie comme j'aime pas du tout j'aime pas les fausses informations, j'ai un grand sens de la justice et de la justesse, et du coup j'ai eu envie de remettre un petit peu de vérité là-dedans, quoi. Mais c'est ça, ouais, ça me fait souffler, oui, parce qu'à force, je me dis, c'est dommage, quoi, on perd du temps pour rien. Et en même temps, ça me fait sourire parce que c'est un petit peu symptomatique de comment on voit l'être humain, on voit la société. Donc du coup, on voit quelque chose qui n'a rien à voir un petit peu plus au nord, là. On comprend pas trop comment ça se passe. Donc on va aller taper dessus un petit peu parce que c'est quand même rassurant d'aller taper dessus, parce que comme ça, on n'a pas besoin de trop changer nous-mêmes. Voilà, on préfère se dire que eux ils font n'importe quoi sans aller être curieux et se poser des questions sur le pourquoi du comment, quoi. Donc ouais, c'est pour ça d'ailleurs tu remarqueras que dans le film ils parlent tous suédois. Moi, oui, parce qu'en plus t'as des franco-suédois et tout ça, mais tu les fais parler suédois. Ouais, je leur avais bien dit que je voulais absolument pas qu'on parle ni anglais, ni... Bon, j'ai anglais parce que l'anglais n'est pas mon fort non plus trop, pas comme eux, mais je voulais pas non plus qu'ils parlent français, parce que je voulais vraiment qu'ils s'expriment dans leur langue maternelle, parce qu'à mon sens, c'est là vraiment que ça parle avec les tripes, ça parle avec le cœur, quoi. Et ça vient pas parler avec la tête, parce que, oh là là, après on va m'écouter dans un film, tout ça. C'était important pour moi qu'ils oublient la caméra, qu'ils oublient... Enfin, c'est ça pour moi
le principe même d'un documentaire, quoi, qui change totalement d'un principe de télé-réalité, quoi. C'est d'être dans le vrai. Je vois pas de quoi tu parles, à qui tu fais référence. Bon, allez, dernière question. Tu as fait un parallèle hyper intéressant ces derniers jours sur les réseaux sociaux entre le confinement, le fait d'être désobéissant et de devoir obligatoirement créer des amendes pour que les gens respectent le confinement et l'éducation qu'on reçoit qui est sous les menaces. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu où tu veux aller, parce que je trouve que c'est la première fois que je lisais ça et que c'était très lucide. Ouais, bah c'est parce que l'autre fois je regardais la télé, bon depuis toujours jamais la télé, mais bon là, confinement oblige, on fait des choses qu'on n'a pas fait avant, quoi. Et j'ai vu Édouard Philippe qui disait oui, mais enfin bon, ouais, il était un petit peu décontenancé, quoi. Il disait nous ne sommes pas là pour sanctionner les Français, nous ne voulons pas sanctionner les Français, ce n'est pas le but de la démarche, mais s'il le faut, on le fera. Mais ça serait quand même tellement mieux pour tout un chacun si nous pouvions comprendre que pour voilà, le bien commun, pour sauver des vies, bah restez chez vous, quoi. Et moi je me suis dit mais ça m'a rendu dingue, quoi. Je me suis dit mais évidemment que les gens ils respectent pas, puisque bon, je suis partie un petit peu dans mon délire, quoi. Donc à côté on m'a dit c'est bon Marion, détends-toi. Donc j'ai fait un post Instagram pour me soulager un peu, bah ouais, parce que forcément, quoi, on a été éduqués collectivement à respecter le bâton et la carotte, quoi. Enfin, c'est-à-dire que pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi t'as pas le droit de courir? Bah parce que si je cours, bah je suis punie. C'est souvent que les enfants ils disent ça. Et pourquoi faut pas crier? Bah parce que si je crie, je suis punie. Enfin, il y a cette espèce d'idée de pourquoi faut pas le faire? Parce que sinon je suis punie. Donc la peur du gendarme. Et s'il y a plus de gendarmes, il se passe quoi? Et ben il se passe que les gens ils vivent leur petite vie et qu'ils s'en foutent, quoi. Alors pas tous évidemment, hein, heureusement, sinon surtout en ce moment on serait dans une situation très très problématique. Heureusement il y a la résilience, heureusement il y a aussi le sens du bien commun chez des gens qui ont vécu des choses difficiles, mais c'est quand même c'est quand même quelque chose de symptomatique de cette éducation, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'on se bat. On se bat pas pour rien, quoi. On se bat pour certes respecter les droits de l'enfant, qui est déjà toute une entreprise extrêmement importante, mais aussi parce que respecter les droits de l'enfant, ça change la société. Donc c'est aussi ça c'est aussi pour ça qu'on se bat. On le voit dans les pays qui ont interdit les châtiments corporels. Il y a moins de violence, il y a moins de délinquance, il y a moins de problèmes. Les jeunes ils boivent moins, ils fument moins, ils sont moins. Enfin voilà, il y a moins de problèmes, quoi. Il y a pas plus de problèmes. Encore une fois, c'est pluriel, hein, les problèmes sociaux. On peut pas tout ramener à ça, mais il y a beaucoup moins de problèmes. On s'enlève une grande épine du pied quand on arrête de déprogrammer tous les êtres humains depuis la naissance en leur tapant dessus et en cassant leur système empathique, quoi. Forcément, ça donne forcément une société plus apaisée. Ça me paraît évident. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce parallèle, parce que je me suis dit, il avait sûrement de bonnes intentions en disant ça, hein, le Premier ministre, mais je trouve que c'est dommage, en fait, c'est cet aveuglement général qu'on a tous à pas comprendre quelqu'un qui se comporte mal, quelqu'un qui fait du mal aux autres, qui fait du mal à soi-même, c'est quelqu'un en souffrance, d'abord. Après, évidemment, ça excuse pas tout. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort en Suède. C'est que les gens savent en Suède que les gens qui sont en prison, les gens qui ont pris une mauvaise pente dans la vie, les gens qui ont pris un mauvais chemin, qui sont sur la pente glissante, c'est d'abord des gens en souffrance. Après, oui, évidemment, ça n'excuse pas tout, parce que évidemment, il y a aussi le principe de responsabilité. Mais quand on a cette idée de se dire, les gens qui finissent mal, entre guillemets, c'est des gens qui ont d'abord vécu une grande souffrance et qui n'ont pas eu ce dont ils avaient besoin dans l'enfance, ça change toute une société. Plutôt que de se dire, ah bah dis donc, les gens en prison, c'est quand même des anciens enfants gâtés, enfants rois, qui avaient tout ce qu'ils voulaient. C'est faux comme principe c'est faux. C'est pas des enfants gâtés et des enfants rois qui vont devenir des gens dangereux, quoi. C'est pas forcément bien pour le développement d'avoir tout ce qu'on veut, hein, évidemment, hein, mais les gens les plus dangereux sont les gens les plus en souffrance. Et ça, je pense que c'est important de l'ancrer dans la société, parce qu'encore une fois, on le sait maintenant, on a même la science qui nous prouve, on a quand même la science qui vient nous prouver que notre cerveau, il a besoin d'empathie et de non-violence. Alors pourquoi la société, elle est comme elle est, quoi?
quand on regarde le monde dans lequel on vit, quoi, avec les êtres humains qui voilà, leur petit principe de plaisir, et puis on s'occupe pas forcément toujours des autres, et puis il y a beaucoup de violence, et puis il y a beaucoup d'insécurité, et puis pourquoi ? Peut-être parce que on dit que dans le monde occidental, il y a à peu près 70% des gens qui ont un attachement insécure. Donc peut-être que ça a un rapport. En tout cas, je pense qu'on y gagnerait à respecter le développement naturel de l'être humain, les lois naturelles de l'enfant, comme le dit si bien Céline Alvarez, pour voir ensuite si on a encore vraiment besoin de faire rester les gens chez eux à coup d'amende, plutôt que de leur dire tout simplement reste chez toi si tu veux sauver ton voisin, quoi. Et le monde a besoin de plus de gens comme toi qui font des beaux documentaires. Merci. Sur ce que c'est toi, sur la des podcasts. Non mais de gens comme nous, de gens comme voilà, c'est encore une fois, moi je suis qu'un petit messager. Oui, mais je trouve que c'est agréable de regarder des documentaires, même si j'ai dit que j'avais pleuré, où on voit la beauté des enfants. Alors, dans ce cas-là, il faut plus d'enfants comme eux. Oui, mais à nous tu sais, je fais partie des médias et je sais qu'on a une grosse responsabilité dans comment on montre les gens et notamment les enfants. Donc j'espère qu'on va être de plus en plus à montrer que les enfants, c'est beau. Oui, c'est dur, c'est vrai, mais c'est beau. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais alors, il faut plus de gens comme nous pour faire des enfants comme eux. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup, Marion. Merci vraiment. Merci à toi. C'était Marion Querc, réalisatrice du documentaire Même qu'on est imbattable. Je suis Clémentine Sarlat, la fondatrice de ce podcast. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver @lamatrescence sur Facebook ou sur Instagram où je suis beaucoup plus active. Petite précision, avec le confinement, j'ai créé une chaîne YouTube où j'ai commencé à mettre en ligne des cours de yoga pour femmes enceintes et je vais en faire pour femmes en postpartum. Allez-y faire un tour, ça fera du bien à tout le monde. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À la semaine prochaine.